Bonjour à tous et bienvenue dans la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga qui termine son été. Comme lors des semaines précédentes, nous vous proposons une toute dernière déambulation. Cette fois, c'est avec Julie et Robin. Beaucoup de sujets de discussion vont s'enchaîner pendant les minutes à venir. Et pour rappel, cela a donc été tourné à Japan Expo au milieu du mois de juillet. On était avec 2 micros, un petit enregistreur et on déambulait comme ça dans les allées de Japan Expo et on vous faisait vivre le festival à travers ce qu'on voyait, puis à travers différents sujets de discussion. Je vous souhaite donc une bonne écoute pour cette toute dernière déambulation, parce que la semaine prochaine, on sera de retour. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour à tous, bienvenue dans la 5e de couve, toujours en direct de Japan Expo, puisque cet été ce sont ces quelques émissions que l'on fait en déambulant au milieu des allées de Japan Expo et dans lesquelles on aborde plein de différents sujets. Salut Julie, c'est toi qui es avec moi maintenant. Oui, salut. Alors c'est quoi ça? Le truc à droite, Ouais. c'est un stand de lancer de dés et si tu fais un bon dé, t'as le droit à un cadeau. Oh waouh. Il y a Donc, des gens qui ont tout compris. C'est une sorte de loterie payante, mais où t'as toujours un truc. Tu sais, c'est comme à la fête foraine, Oui, la oui, ficelle. Bon, c'est globalement dans la même idée que la ficelle. Oui. T'as toujours, tu crois toujours que tu vas avoir la peluche géante en tirant sur la ficelle parce que tu l'as bien repérée. Et en fait, et tu qu'en as fait, le non. petit strap pour ton téléphone. T'as la toute petite peluche qui était planquée derrière. Tu vois, et de l'autre côté, t'as des sacs Yu-Gi-Oh! Surprise. Ah là là. Et des peluches géantes aussi. Oui, et probablement rien sous licence. Ouais, effectivement. Parce que faut dire qu'il y a un peu de contrefaçon aussi. Ouais, attention hein. Je sais pas s'ils essayent de lutter, s'il y a des choses qui sont prévues pour Bah, sachant qu'en 2018, il y avait eu une grosse descente hein, de la huissier de douane. justice, douane. Donc des saisies, ce qui peut être aussi très difficile hein, pour certains, mais... Bah oui, le fait déjà d'avoir la douane qui débarque à Japan Expo, ça montre aussi l'importance du festival. Oui. Et puis je pense qu'il y a eu une certaine prise de conscience aussi, peut-être. Oui, alors souvent quand il y a ça montre l'importance du festival et puis ça montre aussi que les ayants droit se sont réveillés et ont dit dis donc on va peut-être déposer une plainte, envoyer une lettre au parquet, un truc. Souvent ça explique aussi cela. Je te propose d'essayer de couper par l'extérieur. Waouh. Regarde, là on est à l'intérieur et là d'un coup on est en plein 40 soleil. degrés. Je sais pas en plus pour les auditeurs si ça va vraiment changer le son pour eux. Ouais. Parce que maintenant on est en extérieur donc le son, les micros ça fait pas toujours le même bruit après. Non, c'est fou. Et là on est pendant l'heure de déjeuner donc il y a des files d'attente Enfin, l'heure de absolument déjeuner partout. s'étale jusqu'à 15h hein, ici. Ah mais là je crois que c'est les granités qui ont l'air d'avoir beaucoup de succès. Bah ils ont bien raison les gens. Hein. Écoute. Mais t'as vu qu'il y a pas mal de produits japonais qui sont vendus mais à des prix. Alors écoute, j'ai vu tout à l'heure une magnifique boutique qui vend des vieux objets japonais. Mais pas des prix non plus exorbitants. Alors qu'est-ce que t'appelles des vieux objets japonais? Par exemple, des vieux plateaux en lac, des théières, des services à thé, et pas de la cagnotte, de la camelote. Vraiment, c'est des très jolis objets. Alors il y a un truc qui est un peu plus bizarre, c'est il y avait tout un stock de vieux albums photos. Des albums photos avec des gens. Ah, qu'on connaît pas. Et des gens qu'on connaît pas et qu'on connaîtra sans doute jamais. Mais avec des photos de famille, des enfants qui rentrent à l'école, des réunions familiales. Et des gens qui pouvaient acheter des photos pour quelques euros si ça les intéressait. C'est marrant. Ouais, c'est original. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent. Ah, et il y avait un stand, c'est le même stand où, en tout cas, ils étaient juste à côté. Et c'était une friperie de kimonos et d'habits yukata japonais. Et tout ça. Ah là ça peut valoir le coup à la limite. Ah oui, en friperie. En fait c'est pas vraiment des yukata, mais c'est vraiment des vieux kimonos en coton. Il y avait aussi, tu sais, les choses qui ont pas mal de succès par chez nous, c'est tous les vêtements d'ouvriers. Ouais.
Il y avait par exemple un monsieur avec un casque de pompier. Mais donc, parce que des gens avec des casques de pompiers, il y en a dans le Japan Expo. Parce qu'il y a des gens avec plein de casques d'ailleurs, de toutes sortes. mais c'est un casque, tu vois, où c'était écrit en japonais dessus. Ah, pompier et tout. Voilà, ok. et en fait ils ont une espèce de voilette, enfin en tissu inifugé je pense, ou en matériau inifugé, qui descend jusque sur la nuque et sur les côtés, pour vraiment te protéger le cou et... Ok, mais il avait ça pour se déguiser ou qu'est-ce qu'il faisait? Non, il le tendait à la personne du stand, donc j'imagine qu'il était en il le train de vendait, il était en l'acheter, train... ouais. D'accord, ok, ça y est, je comprends. Voilà, pardon, et c'est difficile de... Oh, Orochimaru. Où est-ce que t'as vu Orochimaru? Bah là. Là où? Ah oui, c'est bon, Ouais. j'ai vu aussi Orochimaru. Une jeune fille d'ailleurs. Oui, c'était... Parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes filles qui se mettent au Orochimaru, t'as remarqué? Ouais, de se dire, hein, on est plus dans les... Bah, en termes de Ouais. visage, effectivement, il a un visage un peu relativement féminin Ouais. par rapport à un visage humain. Ouais, il est très... Oui. Plutôt fin, on va dire. C'est ça. En fait, ah oui, et dans les trucs rigolos, j'ai vu tout un terrain de Quidditch. Des gens qui jouent au Quidditch. Quidditch de Harry vrai. Potter. Ah ouais. Donc bon, c'est pas très manga, vous me direz, mais... Alors Et là, donc- vous allez entendre du bruit puisqu'on passe à côté du stand Nintendo. Eh ouais, là ça y est, c'est le monde du jeu vidéo. Bah, effectivement, c'est ça aussi de Japan Expo parce qu'on passe d'un univers d'édition, de manga, d'animé à un univers jeu vidéo, puis après on passe dans un monde de contrefaçon et de boutiques de figurines Ouais. improbables. Mais il y a des stands vraiment magnifiques, hein. Enfin, avec des animations, le souci du détail à chaque fois. Mais ça, vous le dites tous, hein, à chaque Ouais. fois qu'on se balade, vous êtes tous impressionnés par ça. Bah, je pense qu'après, on a tous pas mal d'expériences de Japan Expo. Et alors là, je suis en train d'halluciner parce que y a un stand de piercing ah ouais, et de tatouage. oui, effectivement. Et les gens Piercing peuvent se faire tatouer en direct. devant tout le monde et percé. Non, mais c'est incroyable. C'est fou, hein. Mais Et, c'est... tu vois, hygiéniquement parlant, je suis pas. Ouais. Après, J'ai mis un petit doute, mais pourquoi pas? Ouais, il y a pas mal de stands qui sont un peu novateurs, je trouve. Bon, là, c'est vrai que c'est... Et là, c'est moins novateur. Là, c'est les le fameux. Ashkaland, Ouais, et puis les fameux katana à Japan Expo. les montagnes de goodies et d'épées en plastoc. Moi, je suis toujours surpris de voir des goodies, tu sais, de voir des. Genre une peluche mignonne avec un monstre dessus. Enfin, tu vois, de voir des oppositions ou d'avoir un antagoniste de manga ou d'animé qui se retrouve sur un truc super kawaii qui lui correspond pas du tout. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est très drôle parce qu'il y a un regroupement des retrouvailles de Naruto Team. Différents cosplayers Naruto qui s'y font mais tu es moi dans le futur de la série. Oh mais oui, prenons une photo ensemble. C'est tellement émouvant. Et à côté, un énorme stand de perruques. Ah ouais. Ah non mais ça c'est impressionnant. Toutes les dégradations que vous voulez, tous les dégradés. Ça va du blond blanc à rose pétant. Voilà, il y a des petites... Oula, il y a des dames pas très vêtues aussi. Oui, sur des polochons, c'est pour faire des coussins, ça. Oui, c'est ça. Il y a un nom pour ça, pour les pillow friends. Voilà, c'est ça. Non, là, on est vraiment dans l'espace le plus étrange, je trouve, de Japan Expo. Oh là là, tu veux un bouclier Zelda? Qu'est-ce que je ferais avec un bouclier Zelda? Je me demande aussi. Non, mais après, alors, on a peut-être des auditeurs qui ont voulu acheter un bouclier Zelda. Bah oui. Et on a tous des trucs qui nous servent absolument à rien chez nous. Hein. Oui. Que ça soit bien clair. Et on en a même peut-être beaucoup plus que vous tous. Oui aussi. Moi je sais pas, je trouve ça super parce qu'il y a vraiment toutes les générations. Il y a des gens très vieux et qui accompagnent des gens très jeunes. Et c'est très marrant quoi. Bah, tu sais que maintenant le manga, ça fait combien de temps que c'est arrivé en France et que ça se démocratise? Ouais. Tu sais, on arrive à des âges maintenant, un mélange de générations qui est assez énorme quoi. C'est vrai. Non mais on disait tout à l'heure, qu'il y avait genre 20... C'était presque quelqu'un... Enfin, comment dire, quelqu'un qu'on connaît qui fait partie du staff et qui nous disait que lui, bah, ça remontait à 2000 ans, sa première Japan Expo. Et on se dit, ah mais oui.
Que de chemin parcouru. 20 ans. Ouais. 20 ans que des Japan Expo s'enchaînent. Bon, après, c'était plus petit avant. Hein. On n'en est pas à ce que c'est devenu maintenant. Oh, attends, on est reliés, tu vas à droite, j'allais à gauche. Ah, excuse-moi. On allait peut-être tuer quelqu'un au passage. J'espère pas. Mais en fait, c'est vraiment fou. Moi, j'aime beaucoup les gens qui ont un cosplay impeccable, mais qui font leurs courses. Ah oui, comme si de rien n'était. Mais oui, ils sont sapés trop en je sais pas moi, comment ça s'appelle parce que là, évidemment, c'est le moment où j'ai un trou de mémoire. Mais il y a des personnages de Jujutsu Kaisen, par exemple, qui ont des costumes, qui sont pas si exubérants, quoi. Oui, le mec déguisé en panda et qui fait ses courses. Ouais, il a le droit, c'est cool. Moi, ce que j'ai jamais fait à Japan Expo, mais ce que j'ai jamais fait même avec aucune autre personne, c'est aller chercher des dédicaces. Ah. J'ai jamais fait l'expérience de l'attente très longue pour avoir une dédicace. Bah c'est parce qu'il y a tout un système de tickets. Oui, alors ça dépend en plus. De qui tu veux voir, rencontrer. Et un moment c'était par loterie, un moment c'était par ticket. Donc il y avait, mettons, 70 personnes qui auraient une dédicace dans la journée et pas plus. Mais c'est parfois compliqué. Des fois, c'était au plus vite arrivé, plus vite servi, quoi. Et alors là, il y a carrément Omake Books qui a fait un espace rien que pour les dédicaces de ses auteurs. Et c'est fou, ça a l'air labyrinthique, tellement c'est grand, tellement il y a du monde. Et tellement t'es obligé de faire des zigzags pour réussir à caser assez de gens. Bah oui, mais la gestion de flux, c'est une science qui pourrait être étudiée rien qu'à Japan Expo. Tellement il faut trouver des solutions qui sont évidemment sécuritaires et pas faire n'importe quoi avec les gens. Moi j'attends le jour où tu sais genre TF1 ou France 2 ou France 3 vont vouloir tourner une histoire avec un meurtre à Japan Expo. ça sera vraiment le... Meurtre à Villepin. J'imagine que ça pourrait arriver un jour. Ah bah écoute. Alors attends, je sais pas du tout où on va là. Bah on va dehors. J'essaye un truc. Non mais est-ce qu'on peut pas tourner à droite après là ? Je pense que si. On va arriver sur l'ancienne entrée principale. Ouais, je crois que c'est ça l'idée. Hein. Eh oui. Bah regarde, on arrive. C'est bon, on arrive, on s'est pas perdu, ça va. On a bouclé. Je pensais qu'on allait totalement se perdre, mais non, ça n'a plus aucun secret pour nous maintenant. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit des gens qui dorment. Bah, je pense que c'est assez épuisant, mais il y a des personnes qui viennent de très loin. Pas seulement de région parisienne, quoi. Enfin, évidemment, il y a même des gens qui viennent de l'Europe entière à Japan Expo. Et ouais, donc je comprends tout à fait. Après, c'est vrai que c'est pas super confortable. Mais... Non, c'est une sorte de... C'est quoi, c'est du marbre par terre ? Ouais. C'est un simili ou de la pierre de marbre, quoi. Enfin bref, c'est pas effectivement, c'est pas le truc le plus nickel au monde. Mais là, cette année, il y a des endroits où vous pouvez vous asseoir au frais. Il y a de l'ombre. Il y a de l'ombre. Non, j'avoue que il y a eu énormément de travail et de choses qui ont été faites pour que ça soit un peu plus confort. Un peu plus chill par moment. Après, c'est aux gens d'aller trouver où être chill. Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est pas forcément indiqué, quoi. Là, je crois qu'on assiste aux premières sorties. Les gens commencent à refluer. Bah, on est en début d'après-midi, passe déjeuner. Donc, ouais, les gens qui sont là pendant les 4 jours, je pense qu'ils peuvent faire un vendredi après-midi plutôt cool. Et plutôt calme. Non, mais ça va, hein. Moi, j'ai souvenir de Japan Expo, il y avait des gens beaucoup plus dénudés. Alors, y a des gens très dénudés. Hein. Ah, c'est juste que je les ai pas vus. C'est juste que tu les as pas forcément vus. Il y a des stands très dénudés aussi. C'est juste qu'on n'est pas forcément passé devant. Ah, j'ai vu un petit stand qui se cachait derrière un rideau. Genre interdit au moins de 18. Voilà, il y a ce genre de stand également. Je crois que je l'interdirais au moins de 25, moi. Mais Oh là là, oui, bah remarque. Hein. Ouais, non, on trouve des choses dedans. Tu sais, j'ai même vu des mecs avec des t-shirts. Cagnard, tout à l'heure, ce matin, m'a montré quelqu'un qui portait un sweatshirt avec que des filles en train de faire ce qu'on appelle l'aego.
Ouais. Ou Aiga, je sais plus le mot. Ouais. En fait, elles font quand elles font des drôles de têtes. J'ai vu quelqu'un qui avait un t-shirt d'un très grand site porno. Bon. Voilà, bon, on Bizarre. trouve de tout, tu vois. Bizarre. C'est clair, c'est bizarre, mais en même temps, tout le monde est accepté. Il y a Armin qui nous regarde, attention. Et il y a Armin qui nous regarde. Il est très bizarre ce Armin. Je chuchote parce qu'il est pas très loin. Julie, je te remercie d'avoir fait cette déambulation avec moi. Bah écoute, c'était un plaisir. J'espère que les gens ont perçu toute l'ambiance, la diversité qu'il y a. L'ambiance, ouais. C'est ça. Et puis surtout, vous avez entendu dès qu'on sortait le calme derrière nous. Oui. Je crois qu'il y a ça aussi qui est important. Salut Robin. 5e de marche. Salut Max. Robin, toi ça fait, toi t'es pas un super habitué de Japan Expo? Non, en fait j'y vais depuis que je travaille dans le milieu, mais avant en tant que lecteur, c'est vrai que j'ai jamais été un grand participant de convention, quoi. J'y vais plus de manière professionnelle, quoi. Oui, et encore, t'as jamais été libraire, t'as jamais tenu vraiment leur stand, t'étais toujours à chaque fois de passage. J'étais un électron libre, comme on dit. Ah, ça c'est les gens qui glandent. Voilà, c'est ça, c'est les gens qui viennent juste au salon un jour pour voir et se marrer un peu, et après ils s'en vont et ils laissent les autres bosser et finir le stand et tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. On est à Japan Expo, on est au mois de juillet et il y a quelques jours est sorti un truc de malade, si on peut le dire. Ouais. Je ne parle pas de Chainsaw Man parce que ça aussi c'est un truc de malade. Non, je parle de Berserk. Il y a la fausse fin de Berserk qui est sortie. Le tome 41, l'ultime tome dessiné par Miura himself avant le drame. Donc c'est vrai que c'est un gros événement éditorial. Je pense que c'est un peu l'inédit dans l'histoire du manga en France. Moi, j'ai pas souvenir qu'un auteur aussi célèbre soit décédé pendant la publication en France. Au Japon, ça a dû arriver, mais en France, j'ai pas souvenir. Ça, c'est le côté factuel. L'histoire, la fin. Ouais. Comment tu l'as trouvé? La non-fin. Alors en fait, ce qui est particulier, c'est que forcément, c'est impossible de lire le tome sans avoir en tête l'histoire de l'auteur, quoi. Enfin, ce qui lui est arrivé. Et du coup, ça donne forcément à la lecture un sel un petit peu différent, tu vois, un truc. Ce qui fait que la fin de ce volume-là, tu peux pas l'appréhender comme la fin d'un volume normal. Et quand bien même on sait maintenant que c'est pas la fin, puisque il y a eu une annonce comme quoi finalement. Ils vont continuer, mais en soi tu es obligé de te dire que ce tome 41 il représente une fin en tant que tel, et moi je la trouve magnifique, quoi. Vraiment il y a un truc, une émotion qui s'est dégagée de ça. C'est un truc que j'ai vraiment assez rarement ressenti en lisant un manga. C'est quand j'ai fini ce tome, il y avait vraiment une bonne d'émotion. En plus j'étais dans le métro, j'ai un peu la honte, tu vois, genre de me dire putain, les gens ils vont me voir peut-être en train de pleurer et tout, mais j'avais les yeux un peu embrumés, tu vois. Et non, parce qu'en plus t'as une postface qui te recontextualise, tu sais, ça finit un peu comme dans les films, ils te mettent fin Kentaro Miura 1966-2021, tu vois, et donc il y a un truc vraiment, voilà, il y a vraiment une émotion assez unique qui se dégage de ce volume, quoi. T'arrives à voir comment ils vont rebondir pour reprendre? Bah écoute, j'ai pas encore regardé, vu à quoi ça peut ressembler. Je pense qu'au niveau de l'histoire, ça devrait aller. Moi, ce qui m'interroge plus, c'est au niveau du dessin, parce que mine de rien, même s'il avait un studio avec des gens très compétents qui bossaient avec lui, Berserk, c'est vraiment un manga qui a une âme graphique, quoi. Donc est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'il va pas nous manquer un truc à ce niveau-là, quoi? C'est plus ça, moi, qui m'inquiète. Mais tu penses pas que culturellement, les gens qui composent son studio ont pas les mêmes bases de référence si riches? Tu vois, on a fait 3 émissions sur Berserk. Ouais. On voit qu'il a des références classiques qui sont extrêmement riches, Miura. Tu crois pas que son studio aujourd'hui, les gens de son studio ont ses références et vont pouvoir s'inspirer de tout ce dont s'inspirait Miura pour recréer quelque chose qui soit tout aussi canon? Bah ça peut être, je pense que si, parce que forcément en le côtoyant, ils ont dû partager ses goûts et ses cultures communes. Excuse-moi, je t'interromps, je viens de voir passer un Monsieur Sailor Moon. Et je suis toujours assez surpris de voir des Monsieur Sailor Moon. Ça c'est assez classique. Oui, mais ça me fait toujours un petit quelque chose. Pardon, tu peux reprendre. Sans transition. Sans transition, Monsieur Sailor Moon Berserk. À toi, non, je dis juste que en fait, ce qui, à mon avis, ça va être compliqué parce que, comme je disais,
disais, c'est une œuvre qui est vraiment très incarnée, Berserk. Il y a vraiment c'est une œuvre d'auteur, quoi. C'est un truc vraiment aussi très personnel, quoi. Donc ça va être compliqué, mais il va y avoir peut-être un truc assez beau, c'est ce côté. Tu sais, justement, dans leur référence, il y a la peinture classique occidentale, et dans la peinture classique, tu sais, souvent, t'as des élèves de grands maîtres qui font eux-mêmes des tableaux un peu à la manière du maître, tu vois, genre comme quand on dit Caravage, il a créé l'école caravagesque, tu vois, il y avait des peintres derrière lui qui faisaient un peu comme lui. Et bah là peut-être que ça va s'inscrire dans cette tradition de faire du Miura, tu vois, genre vraiment créer cette espèce d'école néoclassique de manga, tu vois. Ça peut être intéressant à ce niveau-là, quoi. Mais il faudrait que pour que ça marche et que ça soit impactant, il faudrait créer des nouveaux mangas. Ouais, bah après ils en ont fait du Ranki du coup. Voilà, ouais, du Ranki qui est donc là en l'occurrence c'est assez particulier, c'est que autant le tome 41 de Berserk il a été intégralement fait avec Miura de son vivant, autant du Ranki c'est pas le cas, et du coup il y a il me semble dans le bouquin, je l'ai pas lu encore, mais il y a une partie vraiment making of sur comment il partageait son script et tout ça, donc là c'est aussi intéressant parce qu'on va être un peu dans les coulisses de comment on fait un manga, quoi. Et effectivement là en l'occurrence c'est une autre œuvre, donc ça peut être intéressant pour ça, quoi. Bon bah wait and see pour la suite. C'est surtout dans combien de temps on va avoir un nouveau volume, quoi. Bah ouais, parce que ça se trouve ils vont aller plus vite que Miura, parce que c'est vrai que le problème de Miura c'est qu'elle est pas très vite, mais donc peut-être que ça oui, mais sauf voilà. que le nouvel auteur en supervision il a aussi sa propre série. Oui bien sûr, donc on sait pas, mais bon c'est pour Kojimori. C'est tellement important comme série pour l'éditeur, j'imagine qu'ils vont quand même mettre un minimum le paquet dessus, ouais. Et c'est Donc, marrant parce que du coup on est en train de discuter de ça et on passe à côté des clubs de shogi et de Othello et de Go. Ouais, donc on est là on est dans le patrimoine, on est dans le patrimoine. Et en fait quand je vois des gens jouer au shogi, même si c'est pas du shogi, mais ça j'arrive pas à ne pas penser à l'arc des Chimera Ants dans Hunter. Oui, c'est vrai. Donc les shogi, pour ceux qui ne savent pas, c'est des échecs japonaises, et donc c'est pas vraiment au shogi qu'il joue, Meruem, mais c'est un jeu inventé. Oui, ça ressemble beaucoup. Mais ça ressemble un peu au shogi, et donc je peux pas m'empêcher de penser à Hunter x Hunter quand on parle d'auteurs en galère, hein. Donc oui, là, en l'occurrence, dont on sait pas s'ils finiront leur truc un jour. Togashi, il a pas, lui, il est toujours là, justement, il vient de reprendre. Mais je peux pas m'empêcher de penser à ça aussi, et de me dire que ça serait trop cool que Togashi recommence, mais en se faisant beaucoup aider. Bah ouais, ça pourrait être effectivement. Parce que je pense pas que ça soit un problème d'argent. Avec Hunter, à mon avis, il a les moyens de se payer tous les assistants qu'il veut, mais pour se simplifier la vie, tu vois, je lui demande pas d'aller plus vite, je lui dis prends soin de toi. Prends soin de toi, embauche des gens et donne-leur des ordres. Tu sais que avant de revenir là à Japan, j'ai réécouté notre émission, on avait fait sur les fins, l'art de finir un manga. Ouais. Et tu sais qu'à un moment donné, on parle de Hunter et Berserk en disant qu'on a peut-être affaire à des mangas qui se finiront jamais. Et donc c'était le moment où Miura n'était pas encore décédé, et genre je dis non mais imagine, il a un accident au milieu de sa série, comment ça va se passer et tout, et genre vraiment ça fait un peu l'espèce de prémonition un peu macabre. Ça m'a fait un peu bizarre de réécouter ça. Oui, tu es un émissaire du démon, quoi. C'est ça en fait, faut pas écouter ce que je dis, ou alors faut que t'arrêtes de prévoir des choses aussi horribles. Mais non, regardez, Togashi, c'est un peu un autre événement aussi. Mais c'est génial le fait qu'il reprenne comme ça. Son retour sur Twitter, son arrivée sur Twitter, comment il a cassé Internet. Non, je trouve ça génial que Togashi reprenne et qu'il soit en état de reprendre, quoi. Et surtout quand tu vois la lettre qu'il écrit. Ouais. Là, cette semaine, pendant cet été, dans le Jump, il y a un nouvel auteur dans le Weekly Shonen Jump qui vient d'arriver. Sa série vient de commencer, ça s'appelle Rory Dragon. C'est un truc super choupi, super prenant. Et au bout de 4 chapitres, je crois 5 chapitres, il est déjà en pause. Et il a dû faire une lettre pour s'excuser auprès de ses lecteurs. Putain. Enfin, je pense qu'il en avait envie, parce qu'il se sent mal de faire une pause aussi vite. Et pour dire, en fait, je suis parti tambour battant. Je me suis pas préoccupé de ma santé. Et c'est une grossière erreur et je ne le referai pas. C'est souvent un truc que les jeunes auteurs apprennent à leurs dépens, mais c'est un truc qu'il faut faire très attention en fait sur comment se préserver tout en produisant. Et peut-être qu'on arrive effectivement à une génération où on a des auteurs qui font peut-être plus attention à ça, ou qui vont vraiment réfléchir à structurer leur vie
pour à la fois vivre de ce qu'ils font et pas se tuer la santé, quoi. Bah, en même temps, on l'a déjà dit dans plusieurs émissions, mais moi je ne jalouse pas le métier d'auteur. Non, c'est clair. C'est clairement un truc où t'as pas forcément une aspiration, alors sauf si t'es un dessinateur, et je pense que seuls les dessinateurs et les raconteurs d'histoire envient ce genre de choses, quoi. Et là il y a une espèce de boule géante gonflable. C'est le cosmos. Peut-être que c'est en rapport... c'est une sorte de igloo, non? Je vois pas des gens qui rentrent dedans? Ouais, ça doit être un château, tu sais, un truc gonflable pour sauter dedans, non? En forme de dôme cosmique. C'est cosmique. Et mais c'est pas la secte... Je crois qu'il y a une sorte de secte qui a Japan Expo et qui a un stand. Très bien, bah écoute. Je connais, je suis pas assez calé en secte pour te donner le nom, mais je sais qu'il y avait une association qui est reliée à une secte qui est présente. D'accord, très bien. Bah écoute, c'est bon esprit. Donc ça se trouve, c'est ce château cosmique gonflable. Moi je connais que la secte Aum au Japon. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Et bref, bon voilà, c'était juste tout est présent à Japan Expo. À chaque fois qu'on fait une déambulation, il y a des choses on est surpris par des choses. Ouais. Comme ce Natsu, qui est très surprenant lui aussi. Oui, tout à fait. Mais il y a quand même le petit souci du détail de ce Happy sur son épaule. Exactement, qui ressemble fortement à un des personnages dans... je crois qu'en Chine, ils avaient fait une adaptation de Dragon Ball dans les années 80 en live. Ça part assez et je crois que pour Plume, ils avaient juste décidé de foutre une peluche qui vole. Sur une épaule. Il y a un truc comme ça. Il y a une belle adaptation, bien horrible. Ouais, ça devait pas être cheap du tout. Du coup, ça me donne pas trop envie d'aller regarder sur YouTube s'il y a des extraits de cet objet audiovisuel. Ça va, là, on n'a pas eu trop d'adaptations cheloues, bizarres. Non, bah Dragon Ball, on en a quand même eu une belle. Non, mais récemment. récemment. Ouais. Tu sais, il y a eu une petite vague. Il y a une petite vague Netflix. Alors bon, il y a One Piece qui est en cours de tournage. Ouais. Hein. Ça, j'avoue, j'attends de voir quand même. Ça peut être assez étrange. Bah, j'ai vu les décors. Voilà. Alors attends, on va pas aller dans ce sens-là parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de bruit. On va retourner par là-bas. On essaye de vous épargner les gens qui crient, les karaokés. Ah bah là, voilà, on entend un petit peu. Mais je sais pas si les auditeurs l'entendent autant que nous on l'entend. Mais sachez que c'est très très fort et qu'on est très content d'avoir des micros et des casques pour pas tout entendre aussi bien. Ouais, je trouvais qu'on était assez épargnés là récemment des adaptations bizarres. J'ai l'impression qu'ils laissent moins les mains libres à n'importe quel producteur pour faire n'importe quoi avec la licence juste parce qu'il y a le nom de la licence. C'est ça, ils se sont dit bon, l'argent c'est bien, mais quand même au bout d'un moment. Bah, c'est-à-dire que peut-être qu'ils se rendent compte que ça peut être plus d'argent en faisant un truc mieux. Bah ouais, et puis mine de rien aussi qu'une licence ça s'entretient, donc si tu fais trop de mauvais choix avec, ça peut aussi pénaliser le truc, quoi. Donc faut faire attention à ça, quoi. Alors là on a un atelier de découpage. Ah, Papercraft. Oui, avec Johnny on est venu visiter l'exposition de trucs en papier, de figurines en papier. On était assez épatés notamment par une série de bisounours en papier. Très cool. Mais après d'un revival à mon avis ça va continuer à tomber les séries cultes reprises. Ouais. Surtout que maintenant il y a des choses qui étaient cultes pour nous, enfin qui sont toujours cultes pour nous, mais qui commencent à être des vieilles choses pour les autres. Bah, oui. Naruto pour alors pas pour nos auditeurs forcément, mais Naruto pour une série d'ados aujourd'hui, c'est un vieux truc. Tu sais, nous on est toujours là en disant ouais c'est un classique, c'est Naruto. Ça fait mal quand même. Hein. Mais ouais. Alors on rentre dans une exposition qui n'a rien à voir avec Naruto. Ouais. Qui est sur les cérémonies. Les cérémonies. Ou la vie au Japon. On a des petits dessins qui nous expliquent. Ah, toute la gestuelle. Quand on fait une promesse au Japon, on se tire le petit doigt. Et si on se touche le nez avec le majeur, on ne dit pas va te faire foutre à quelqu'un. Ça veut dire moi-même. D'accord. C'est très bien, bah écoute, mais ils font vraiment ça au Japon au quotidien. Bah écoute, je sais pas, mais effectivement le doigt d'honneur n'a pas la même signification ici et là-bas, j'ai l'impression. Je te propose de sortir de cette exposition auquel on ne comprend rien.
Mais c'est vrai que en parlant de revival, récemment on avait eu Goldorak en BD. Goldorak, les Chevaliers du Zodiaque à la rentrée. Voilà, donc ça pour le coup c'est du revival qualitatif quoi. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont faites vraiment par des passionnés et aussi par des auteurs talentueux quoi. C'est pas un truc tu sens que c'est pas un truc qui est fait pour des mauvaises raisons. Donc je pense que c'est ça la clé, c'est d'arriver à faire des vraies œuvres en soi, même si c'est des revivals de vieilles licences ou de choses où il y a de la nostalgie, tu vois. Ouais, et puis en fait quand tu commences à compter en termes de date, Goldorak France ça a commencé à la fin des années 70. Ouais. Donc on arrive en 2022, 2021 l'année dernière. On est à 40 ans passés. On a les Chevaliers du Zodiaque années 80. 40 ans, enfin on est autour des 40 ans. Ouais. Donc en gros tout ce qui est arrivé dans les années 80, ça peut potentiellement revenir par des Japonais, par des Français, par des Américains. Tout est possible quoi. Regarde Alita, c'était aussi un joli revival. Ouais, même si c'est plus récent et que c'est par le cinéma que ça c'est arrivé quoi. La série est pas vraiment finie non plus, mais c'est intéressant quoi. Là on est devant la cité internationale, le stand de la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson, qui a dédié toute une partie de ses œuvres à Miyazaki. Et donc là tu peux voir derrière le travail qu'ils font en tapisserie. Ah oui, et tout est fait main. C'est pas mal. C'est du boulot quoi, je pense. Ah bah écoute, oui, effectivement, pour réussir à faire ça. Et donc à la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, apparemment c'est très très réputé, et c'est quand tu vas sur place c'est assez magnifique. Toute la scénographie, voilà, si vous cherchez un truc à faire pendant vos vacances, regardez Aubusson, j'ai aucune idée d'où ça se trouve. Je pense que c'est à peu près dans le milieu de la France. Mais en tout cas là il y avait une dame sur un métier à tisser, c'était assez impressionnant de voir. Regarde ici là. Ouais, là on est devant une belle repro du château ambulant. C'est assez dingue. C'est impressionnant. Hein. Ouais. T'imagines que tout est fait main, fil par fil. Non, en fait, ils font, je crois qu'ils font les tapis et ensuite ils repeignent par-dessus les tapis. Ah oui, d'accord, ok. Là, je crois qu'on peut aller voir vite fait à quoi ça ressemble sur le métier à tisser, mais je crois qu'ils font un truc relativement neutre au début ou avec une certaine couleur, et ensuite ils repeignent par-dessus. Tu vois, regarde là ce qu'elle fait, c'est tout blanc. Donc je pense que c'est un peu ça l'idée. Yes. On n'est pas très calé en tapisserie. Non, j'avoue. Mais c'est pas la 5e de fil. Le nom de non, mais l'émission. c'est marrant comment partant. Bon, là en l'occurrence c'est de l'animation japonaise pour Miyazaki, mais en partant de la pop culture, comment on arrive à retomber sur des arts ancestraux, sur des anciens savoir-faire et tout, effectivement. Puis combien même, hein, le dessin, le manga, c'est un des premiers arts. Le dessin, clairement, c'est un art majeur. Et la narration et des histoires, on en a toujours raconté depuis un peu la nuit des temps quoi. Et oui, regarde la tapisserie de l'Apocalypse là dans le château d'Angers. On dit que c'est une des premières bandes dessinées, tu vois. C'est une tapisserie qui raconte une histoire. Et c'est quelle histoire qu'elle raconte ? Je sais plus. Bah c'est c'est l'Apocalypse, donc c'est un. Tu sens que je suis calé en Bible. En Apocalypse, en Bible. Ouais, c'est un truc dans la Bible quoi. Je sais plus quel livre c'est, mais voilà. Ok, c'est très bien. l'Apocalypse selon Saint Jean, je crois. Ah bah voilà, on s'approche. Ouais. Non, je connais pas plus que toi en Apocalypse. Est-ce que tu veux retourner plutôt vers le manga, plutôt vers l'animation ? Bah écoute... on va vers Mangasio là par exemple. Mangasio. Tu t'es mis à la lecture en ligne ou pas ? Non, pas Attends, trop. on essaye de nous parler. Est-ce que tu peux écouter le monsieur qui est à ta droite ? On a le droit de dire des gros mots dans les micros ? Bah pas trop, on essaye. Bonjour et bienvenue à Japonais. Merci. Ah donc voilà, vous l'avez entendu, on a été interpellé par un monsieur qui voulait dire des gros mots dans le micro. Qui est déguisé en Lara Croft, si je ne m'abuse. Qui est déguisé en... Alors oui, c'était effectivement Lara Croft, une surprenante Lara Croft. Laurent Croft, on pourrait dire. Oui, Laurent Croft. Faut le voir pour le croire. On peut pas vous le décrire comme ça. J'étais en train de te dire quoi ? J'étais en train de te dire, est-ce que tu t'es mis à la lecture en ligne ? Écoute, moi j'utilise principalement Isneo, mais là par exemple je suis dans un marathon Naruto et je relis tout Naruto sur Isneo, c'est quand même assez pratique.
parce que j'ai pas tous les volumes déjà et bah puis que ça coûte un peu moins cher. Voilà, ça coûte moins cher. Bon, Donc, même si c'est encore un prix donc, je trouve effectivement, enfin moi en tout cas un poil élevé pour moi encore. Ouais, c'est vrai. Même si je le comprends ce prix, je comprends pourquoi il est à ce prix-là. Ouais. Mais effectivement, à titre personnel, j'ai pas envie de mettre ça pour un truc numérique. C'est vrai que c'est pas donné. Après, c'est vraiment pour des utilisations très particulières. Bon, après, nous, on lit pas mal en numérique pour le podcast, quoi. On lit les. Oui, on a accès à des choses aussi qui sont mais là, à des fins professionnelles. Voilà, mais c'est plus de la lecture professionnelle, on va dire. Mais ouais, moi, en lecture loisir, souvent, le numérique, c'est vraiment pour faire un peu de la lecture fleuve, tu vois, des trucs longs où justement, c'est compliqué logistiquement d'avoir les tomes chez soi, quoi. Bah, et surtout maintenant, on commence à avoir beaucoup de séries qui dépassent la 40aine de tomes. Bah, c'est ça, quoi. Donc, et puis, mine de rien, tu vois, Isneo, il y a ce truc de. Donc, j'imagine toutes les applis marchent un peu de la même manière, mais tu sais, il y a un marque-page numérique, c'est-à-dire que ça garde en mémoire où tu t'étais arrêté, tu vois. Et des fois, ça, dans tes bouquins physiques, tu le fais plus, quoi, et tu oublies, et tu relis un truc que t'avais déjà lu, tu fais. Ah oui, non, pourtant, on a tous des milliers de marque-pages chez nous. Exactement. Qu'on garde précieusement mais dont on ne se sert pas pour marquer les pages. Mais c'est trop bizarre en fait, c'est vrai que le marque-page, je m'en sers jamais pour le manga, je me sers toujours du rabat de la jaquette, ce qui est pas très bien je pense. Non, parce qu'on défonce les jaquettes, je fais la même chose. Hein. Mais vous faites comment vous de l'autre côté? Est-ce que vous utilisez le rabat de la jaquette pour marquer vos pages? Est-ce que vous détruisez vos mangas comme nous ou pas? Voilà. Donc bon après j'essaye quand même globalement de les lire en une fois les mangas. C'est pas non plus des lectures qui durent des heures donc non mais en revanche là tu vois avec Manga Plus que j'utilise de plus en plus, je me rends compte que la lecture au chapitre qui n'était pas forcément une habitude pour nous puisque on n'avait pas tant accès au chapitre que ça, la lecture au chapitre ça me plaît de plus en plus. Parce que c'est donc là moi j'ai lu le dernier chapitre de Chainsaw Man qui est sorti quand on enregistre cette émission. Donc il y en a eu qu'un de sorti pour l'instant. Quand vous écouterez cette émission il y en aura un peu plus, mais bref. Tout ça pour dire que ça m'a pris 6 minutes. Bah c'était 6 super minutes. Bah ouais, et puis mine de rien c'est quand même se mettre dans une façon de lire pour laquelle ça a été pensé, tu vois, c'est-à-dire que lire en chapitre, c'est comme ça que le manga est pensé, donc c'est cool aussi de se mettre dans ce rythme-là, quoi. Même si quand tu fais attention, ils font des gros efforts aussi pour la lecture par tome. Hein. Oui, bah c'est ça. Tu vois les cliffhangers, ils tombent toujours bien comme il faut au niveau de la tomaison, en plus de du chapitrage. De toute façon, on l'a déjà dit, mais le manga c'est l'art de l'efficacité, hein, donc ils réfléchissent aussi à chaque fois le support est réfléchi. D'ailleurs même, je pense que leur virage dans le numérique c'est la même, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment réfléchi ça pour que ça fonctionne, quoi. Et ça fonctionne. Tu veux aller par là-bas? Je te propose de revenir vers le camion Naruto. Il y a un QB au-dessus d'une caravane. Menaçant. Enfin, d'une caravane. Non, c'est un vrai food truck, c'est un vrai élément de décor et de déco. Ils ont fait des vidéos et des photos de toute façon sur les réseaux sociaux. Normalement, si vous cherchez un petit peu le camion QB, le Konoha Express. Voilà, c'est ça le nom, c'est le Konoha Express. Où on peut manger des ramen. Alors, je crois on est vendredi, ils ont déjà plus de ramen. Dommage. Ils ont beaucoup d'ice tea. Ils ont du parfum. Ils ont du gel douche à 3,50€. Ce qui, pour un gel douche, est peut-être un peu cher, mais pour un gel douche Naruto, n'a pas de prix. Voilà. Mais est-ce que vraiment tu vas vouloir te laver avec ce gel douche ou tu vas vouloir le garder dans sa boîte? Alors moi je vais le laisser dans le magasin, mais je ne sais pas ce que vont faire les autres. C'est comme ces petites chaussettes bébé cochon. Oui, il y a des petites chaussettes bébé cochon, bébé cochon, corgi. Non mais en vrai c'est mignon, ça va, on se moque mais c'est mignon un peu. Et alors là on arrive sur les gens qui font des repros. Et alors moi je suis toujours un peu surpris de ces illustrateurs qui gagnent de l'argent en reproduisant des personnages des autres. Oui. Écoute, c'est... Il y a réinterprété, il y a créé. Et là je vois plusieurs stands, c'est copié. Bah ouais, et puis c'est faire une exploitation commerciale quoi de ça, forcément c'est un peu... C'est pas toujours copier beau en plus. C'est ça. Mais non mais techniquement il y a des lois par rapport au fan art. J'avoue je maîtrise pas hyper bien le sujet. On se lance dans un truc qu'on n'a pas travaillé. Mais il y a une zone grise forcément.
De toute façon, s'ils le font, c'est que personne ne l'a interdit. Non. Mais en fait, après, à voir, c'est comment Japan Expo se positionne par rapport à ça et les ayants droit japonais. Parce que je pense que Japan Expo se positionne pas. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, parce que est-ce que c'est vraiment leur rôle de faire cette police-là? Je suis pas sûr. Non, mais. Parce que t'imagines s'ils devaient contrôler ce qui était vendu sur chacun des stands? Non, bien sûr, mais. Enfin, je veux pas les défendre, hein, mais ça me paraît après, compliqué, quoi. Ils louent des stands, hein. Ils louent des espaces, donc du coup, normalement, ils sont quand même censés être un petit peu au fait de. Oui, mais là, on va te dire vendre d'œuvres d'art. Ouais, toi, imagine, on leur dit vendre d'œuvres d'art, vendre d'œuvres d'art. Tu vois, là, c'est des copies en photogravure de Mario. Oui, et là, clairement, on est sur la copie du design. C'est clairement Mario, il est juste en gris et en gris sur noir, quoi. Voilà, en photogravure argentée, quoi. Autant le mec qui vend ses arbres en pot, ces arbres, c'est des boules de plantes. Oui. Autant à la limite, ok. Oui, c'est bizarre à Japan Expo, mais j'ai rien à lui reprocher. Autant j'avoue que pour le reste. Les reproductions comme ça, je suis pas un grand fan, quoi. Ah, mais c'est du Andy Warhol, tu vois. Il copie tout le temps la même image, mais avec des rendus différents. Ah juste à côté, on passe devant un stand de hentai. Très bien. Qui est recouvert de papier plastique, qu'on ne puisse que tous les enfants ne puissent pas les ouvrir. Même si là on passe à côté d'une PLV assez suggestive, donc ça de toute manière ils la verront. Et qu'on est à l'entrée du salon. À côté du stand de... Non. Ah ouais, putain, en plus c'est vraiment à côté, des stands mainstream, quoi. Tout à fait. Très bien. Crunchyroll en face, tu fais quelques mètres et voilà. Et tu as ça. Mais juste derrière Crunchyroll, il y en a aussi. Hein. Il y en a à plusieurs endroits. Je tiens à le signaler. Clémence a tout repéré. Ça ne m'étonne pas d'elle. N'est-ce pas? Bon, on a fait un bon petit tour. J'espère que notre discussion vous a plu pour ces émissions d'été assez allégées pendant Japan Expo. Et puis on va refaire d'autres vraies émissions après, vous inquiétez pas. Oui, là c'était l'occasion, quoi, de déambuler au milieu de Japan Expo et de se lancer dans des discussions totalement improvisées sur des sujets qu'on maîtrise absolument pas. C'est ça, genre écoutez, si vous avez une expertise sur les fanarts et le cadre juridique de tout ça, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis ceci dit, s'il y a des vraies choses à dire dessus, on pourra faire complètement une émission. Oui, et là on bossera un peu mieux. et là cette fois on préparera, parce qu'effectivement là on est en improvisation totale, vous l'avez bien compris. Merci Robin. Merci Max. Et puis je sais pas si on te revoit à Japan Expo, toi, on verra. Je repasse demain, mais voilà. On était vendredi aujourd'hui. Ouais, c'est ça, je repasse samedi. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans la 5e de couve. Ciao.